Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean Lassalle. Je suis trop content de le recevoir. Alors, Jean Lassalle, je l'ai rencontré évidemment dans l'émission des traites sur M6. J'ai eu l'occasion d'être avec lui. Mais on a tourné cette émission juste avant. On recrute, sachez-le, on est de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Alors, envoyez-nous vos CV à contact@legendegroup.fr. Si par exemple, vous êtes auteur comme Louis. Bonjour Louis. Si jamais vous avez aussi d'autres profils, on cherche par exemple le profil de community manager, comme Sébastien par exemple. On cherche aussi des journalistes, comme par exemple Vivien, qui est avec nous. On a aussi besoin de monteurs, par exemple, comme Ludovic, qui est chez nous. Donc si vous avez un de ces profils, vous êtes tous les bienvenus. Vous m'envoyez votre CV avec votre numéro de téléphone, que ce soit en stage, en CDD ou en CDI. On cherche vraiment de tout type de profil. Vous êtes tous les bienvenus. Et on y va avec Jean Lassalle. C'est parti pour l'émission. Bonjour, ici c'est Jean Lassalle et aujourd'hui, on est très heureusement et joyeusement sur Légende. Pam! Bonjour à tous, bienvenue sur Légende, merci d'être là. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah ben c'est un plaisir. Vous avez été maire de votre village à 21 ans. Oui. C'est ça? Oui. Comment on devient maire à 21 ans? Parce que j'avais très envie. J'avais eu envie d'être maire à 6 ans. Et pourtant, j'étais pas au mieux encore, puisque j'avais appris le béarnais et l'espagnol, et pas le français. Donc j'ai découvert le français à l'école, donc ça se passait moyennement. Très vite, j'ai été le souffre-douleur de mes copains. À l'école? Parce que, et même pas la première institutrice, elle était formidable, je me souviens de moi, elle était encore en vie, Madame Chaban, elle m'avait trouvé très intelligent, il fallait vraiment qu'elle ait du discernement. Et je trouvais que le maire, je le trouvais bienveillant. Je trouvais qu'il arrangeait bien les situations. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que ça se passait bien. Et puis, il y a eu la campagne de Gaulle, j'ai eu envie d'être président de la République. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des courants de pensée politiques, etc., ou woke, par exemple, les woke. Vous voyez ce que c'est que le mouvement woke? Oh, oui. Qui veulent déboulonner les statuts, parce que pour décolonialiser la France, etc. Vous comprenez ça? Pas du tout. Oui, je crois un peu dans les grandes lignes. Il y a une très grande perte de sens. C'est une négation de l'homme qui refuse de se voir tel qu'il est et qui veut flinguer la civilisation qu'il a montée. Alors, permettez-moi juste un mot d'explication. Le peu que j'ai retenu de ma vie, du peu d'histoire et de culture que j'ai acquise, me font dire que l'humanité est une longue tragédie, indiscontinue. Il n'y a pas eu un an ou deux. Bon, nous avons eu la chance de 60 ans de bonheur. Moi, je n'ai jamais été mobilisé nulle part, j'ai eu une chance énorme. J'ai même évité, l'Algérie, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ailleurs, je crois que je sais ce que j'aurais fait à peu près, mais là, je ne sais pas. Et l'homme vient du règne animal et des grands fauves. Et en plus, il serait, paraît-il, doté de l'intelligence. Mais il n'empêche que nous sommes des violents. Et nous sommes de la catégorie du « je te bouffe parce que je suis plus fort que toi ». Et c'est la civilisation qui, pas à pas, jour après jour, siècle après siècle, nous a fait remonter. Oui, on est quand même, la France, l'Europe, on a quand même monté l'humanité avec les grands courants. La civilisation. La civilisation. Nous n'avons pas changé grand-chose à l'humanité parce que nous avons été capables quand même de faire 39-45, de faire 14-18. Chaque fois qu'on a pu faire une bonne tuerie, on l'a faite. Non mais si on enlève les guerres, on avait réussi à monter un peu l'être humain, à organiser la société pour qu'elle soit moins violente. C'est pour ça que la France, d'ailleurs, y a beaucoup participé, notamment au cours des 2 ou 3 derniers siècles, dire ici, le peuple est souverain. Écrire ce morceau extraordinaire qui est gravé sur le marbre de l'Assemblée nationale. Tu n'as pas besoin de lire 2 fois pour savoir que tu es en présence d'un des plus grands textes qui ait jamais été écrit, la Déclaration
universelle des droits de l'homme et du citoyen, ça nous a forcément élevés. Et c'est ce qui a fait dire au reste du monde que j'ai eu la chance de visiter, la France est un pays à dimension universaliste. Oui, mais ce qui permet et aujourd'hui, on est les premiers à redescendre l'échelle. Je suis d'accord. Mais ce qui permet d'avoir évité aussi beaucoup de violence, c'est justement de mettre des règles dans la société. Parce que si jamais c'est la loi du plus fort dans le bus, eh ben ça va partir en bagarre. Alors qu'on se donne des règles pour justement éviter de redevenir des animaux. C'est pour ça qu'on a besoin de justice qui punit, parce qu'il faut qu'on ait un peu peur. Les animaux, dans le règne animal, ils font peur. Un lion, si le lionceau fait une connerie, il va l'attraper, son lionceau, il va lui faire mal, il va le secouer pour lui dire « Attention, faut pas que tu refasses ça, c'est dangereux pour toi. » Et le petit lionceau, du coup, il a peur du papa lion. Il faut que l'humain ait aussi peur de payer avec la justice, non? Non, on s'était offert ce luxe. Nous avons vécu ce que vous venez si brillamment de décrire. Mais ça n'existe plus. Nous n'en sommes déjà plus là depuis longtemps. Nous avons redégringolé 4 à 4 des marches qui nous avaient hissés à ce sommet-là. C'est-à-dire que nous redescendons, nous sommes beaucoup plus près du bus dans lequel il n'y a aucune règle et de la savane où les papas lions n'apprennent plus aux jeunes lions un minimum. Nous en sommes là. Ça, c'est vraiment une très grosse préoccupation. Et c'est d'autant plus préoccupant que ça a été froidement planifié et voulu. C'est-à-dire les pertes de repères en matière de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, disons un petit peu de culture, de musique, tout ce qui grandissait, tout ce qui transcendait, c'est voulu. Et par cette minorité, c'est voulu par cette minorité d'hommes qui détiennent un pouvoir financier qui ne fut jamais détenu par le passé par qui que ce soit, et qui ont décidé de diriger la planète. Et mais quel est l'intérêt pour eux? Quel est l'intérêt pour eux? C'est quoi l'objectif final absolu, afin de réduire la population de la planète par tous les moyens. Là, maintenant, c'est largement commencé dans tous les pays, et notamment en France. On va laisser mourir, et on laisse mourir abondamment, les plus faibles, les malades. Il n'y a plus d'hôpitaux, les médecins ont été écœurés, les infirmières virées. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne tournent plus rond. Moi, c'est une discussion avec mes parents l'autre jour, quand on a téléchargé l'application, c'est EcoWatt, pour savoir s'il allait y avoir des coupures de courant. Ma mère est née en 1948, mon père en 1950. Et ils m'ont dit, tiens, c'est étonnant, il y a quand même moins de technologie à l'époque, et nous, juste après-guerre, on n'a jamais pu imaginer qu'on aurait des coupures de courant en France. Hormis des petits problèmes de générateurs, ou je parle de quartier, ça peut arriver, une panne électrique. Mais jamais que l'État puisse annoncer qu'on puisse avoir des coupures volontairement parce qu'on n'était plus en capacité de produire. Et ça, c'est vrai que même après-guerre, mes parents n'avaient pas connu ça. Et donc, vous avez l'impression qu'on régresse, en gros. C'est ça qu'on perd, cette puissance? Mais maman a totalement raison. Papa aussi, 48-50. Mais moi, j'ai eu... je suis né en 55, donc je ne pouvais pas avoir ces considérations. Papa et maman sont à peine un peu plus âgés que moi. Mais votre papa et votre maman. Mais moi, je n'avais pas le sentiment que cela puisse arriver non plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs formes d'énergie. Et il y avait une volonté de chercher de l'énergie. Il faut quand même se souvenir de ce dont je me souviens, qui a été une réalité, déjà dans les années 65, donc c'était le général de Gaulle, mais un budget de la recherche à 5%. Quand on cherche, on a plus de chances de trouver que quand on ne cherche pas. Ça, c'est sûr. Et la grande volonté du général de Gaulle, c'était déjà, on avait le pétrole à foison qui commençait à couler, mais il en avait vu les limites. Et il voulait trouver une autre forme d'énergie. Bon, il y avait le nucléaire, et il était un peu réticent sur le nucléaire. Mais il y avait le solaire. Vous connaissez le four de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Je viens de Perpignan, donc j'ai habité à côté. Ah bon, vous savez ce que c'est? C'est la station de ski, et c'est plein de vitres qui renvoient à un endroit qui chauffe. C'est des vitres, d'une manière kaléidoscopique, qui réfléchissent sur un même point, là, non pas
même pas la lumière le soleil. La lumière suffit. Et ça crée un point d'impact d'une puissance... Comme avec un miroir, mais avec plein de miroirs. Inouï, exactement. Qui se réfléchissent sur le même endroit, sur le même dôme. Et là, ça crée une force titanesque. Et il paraît que De Gaulle avait hésité. Et moi, je comprends qu'il ait hésité, mais seulement toute la gentrie française, toute la science, etc., il ne pouvait pas contrôler tout le monde, déjà qu'il était suspect de tout. Et donc, c'est le nucléaire qui l'a emporté. Mais moi, vous m'avez montré le livre que je vous avais envoyé, un des points numéro 1, c'était de m'occuper de l'énergie et de lancer la véritable énergie renouvelable en permanence grâce à des éléments naturels qui surviennent tous les jours naturellement. Le soleil se lève tous les jours et aussi la mer. Nous sommes la deuxième façade maritime du monde. La mer permet des créations d'énergie fabuleuses. Après qu'il y ait plusieurs sources d'énergie, c'est normal, entre guillemets, puisque par exemple, s'il n'y a plus d'eau, s'il y a une sécheresse, il faut bien qu'on alimente en électricité les hôpitaux, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un peu de tout, finalement. Mais oui. C'est ça. Un peu, parce que le nucléaire, aujourd'hui, en quelques années, on a su recycler, je crois, 96% des déchets. C'est un exemple d'une source d'énergie. Le solaire, maintenant, au mètre carré, je crois que c'est bien mieux en rendement qu'avant. Mais effectivement, c'est très juste ce que vous dites. Mais on est obligé d'avoir plusieurs sources, ça vous êtes d'accord? On peut avoir que l'eau, par exemple. Mais bien sûr, oui. Enfin, mais la mer, il y aura toujours la mer. Mais je citais ce qu'on ne faisait pas. Oui, ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez fait? Et que vous imaginez si on avait cherché davantage et que nous ayons mis au point une énergie tranquille, renouvelable tous les jours, nous ne serions pas du tout sur ce point-là. Sauf que ça ne permettait pas à cette minorité de générer les profits considérables et de prendre le pouvoir sur la civilisation et par conséquent, une fois de plus, d'asservir avant de mutiler et, in fine, de détruire l'humanité. Est-ce que c'est clair? J'entends votre discours, oui, carrément, carrément. Vous êtes un jusqu'au boutiste. J'ai découvert en lisant le livre, en lisant votre bio, j'ai lu plein de choses sur vous sur Internet. Quand je dis que vous êtes un jusqu'au boutiste, je ne savais pas, vous avez fait une grève de la faim, ça remonte à il y a quelques années maintenant, qui a duré 39 jours. 2007, oui, c'est vrai. C'est ça, oui. 7 mars 2006, vous commencez une grève de la faim, exactement, je crois. Oui. Dans ces eaux-là, parce qu'il y a eu, pour éviter le départ de l'usine Toyal de la vallée d'Aspe, qui employait 150 personnes, qui devait délocaliser en gros leur usine. J'avais été chercher moi-même. Et vous avez fait une grève de la faim de 39 jours. Oui. On peut mourir. Ah, mais je savais que j'allais soit mourir, soit vivre. Mais j'étais prêt à mourir. J'avais mis très longtemps à me le mettre en tête. D'abord parce que mes 4 enfants étaient déjà nés. Donc j'avais déjà 4 enfants. J'avais une femme qui était ô combien, et qui est toujours restée respectable, aimante et bienveillante. Bon, la langue un peu longue, mais bon, ça, on n'y peut rien. Mais enfin, c'était très chouette. Et j'avais aucune envie de mourir. Je suis un passionné de vie. J'aime la vie de toutes ces manières. Voilà. Et pourtant, là, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai tout essayé. Et pourquoi c'était insupportable, en effet? C'est parce que Total venait de foutre les pieds sur le bassin de Lac, qui avait quand même fourni du pétrole et du gaz à toute l'Europe et un peu partout, peut-être ailleurs. Mais Total est arrivé à encaisser l'immense paquet de concessions que Elf auparavant et la SNAP avaient su thésauriser, mettre en pile. Vous savez, vous vous souvenez du couple Dumas et de celle qui se faisait appeler la putain de la République, de Vieux-Jancourt. Et la France s'est retrouvée avec des concessions pétrolières jusqu'au Golfe Persique, jusque dans les pays les plus pétroliers. Et nous en avions aussi, et ça vous donnait une clé d'entrée, ou à moi, pour dire comment j'ai mis fin à ce conflit, qui me tuait sinon, nous en avions en Bolivie, comme nous en avions au Venezuela.
Et Total, n'ayant rien reconverti de lac, c'est-à-dire que la terre est aussi dégueulasse qu'elle l'était il y a 15 ans ou 20 ans, ils n'ont rien nettoyé, ils ont foutu le camp, voulaient faire descendre sur le lac les 50, ou venir sur le lac, les 50 usines les plus avancées dans un rayon de 250 km autour. Et là, j'ai dit non, je ne laisserai pas faire ça. Et vous avez perdu, j'ai noté, 31 kilos. 32, oui. 32 en 6 semaines. Oui. Oui, parce que ça se perd très vite. Bon, le corps, surtout au corps, j'étais encore jeune, en pleine santé. C'est un beau bébé encore. Oui, bon, mais il consomme beaucoup, donc les graisses, tout ça. Mais peu après, il attaque les muscles, les ligaments. Et là, tu perds. Là, tu perds. Et effectivement, je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Mais au bout d'un moment, il faut trouver des réponses à ta propre femme au bout du fil qui n'ose plus t'amener tes enfants parce qu'ils trouvent que tu as tellement changé. Et je me souviens, dans le même temps, mon fils allait honorer sa première sélection internationale avec l'équipe de rugby des moins de 19 ans dans un championnat du monde où ils ont perdu en finale contre les Néo-Zélandais. Mais enfin, il était venu me voir à Paris, je le voyais magnifique, etc. Je lui ai dit, dire que je vais quitter tout ça. Et j'ai été sauvé à la fin des fins, alors que Chirac... Vous avez gagné, ça a servi? L'usine est là. Elle est toujours là. Ils m'ont fait perdre, par contre, toute l'extension qu'ils rêvaient de faire. C'est-à-dire des ancres, ils appellent ça des ancres à partir de ces poudres qui auraient créé 400 emplois. Mais moi, j'ai réussi parce que Evo Morales avait promis... Evo Morales, c'est le président de la Bolivie. De la Bolivie. Que j'avais beaucoup aidé dans sa campagne. Et il avait promis que s'il était élu, il nationaliserait le pétrole. Mais puis il ne le faisait pas. Et là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoutez-vous, vu l'état des mois qui s'est emparé du monde, tu peux réussir, Evo, à nationaliser ton pétrole. Tu nationalises Total. Attention, hein, Total, c'est pas grave. Par contre, tu respectes l'ingénierie française. Ça n'a pas de prix. C'est quand même du cerveau, c'est un savoir-faire de la France. On est très bon en France. Voilà. Mais tu fais gaffe à ça. Bon, il s'est fait prier l'autre jour, et puis il m'a dit, je vais le faire. Et le lendemain, Total renonçait à prendre le projet, la vallée d'Aspe, l'installation à la vallée d'Aspe pour le descendre à lac et annuler la vente du terrain qui aurait dû accueillir à lac l'installation territoriale. Voilà comment ça s'est terminé. D'accord. Donc c'est le combat, je faisais la grève de la faim, mais en même temps je menais le combat. C'est ça qui m'a aussi permis, parce qu'il faut avoir un grand combat pour ne pas s'effondrer. Évidemment. Petite question plus légère, mais vous parlez de votre fils qui fait du rugby. C'est quoi cette histoire où vous êtes garé sur un passage à niveau? Ma femme me dit, aujourd'hui, ils vont jouer tous les deux, et ils ont chacun leur copine qui va les voir. Essaye d'être un peu à l'heure pour une fois. Moi, je fais quand même une sieste que je dépasse un peu. Et puis, j'arrive dans le stade, des bagnoles partout. Et puis, je m'avance jusqu'à l'entrée, parce que c'est pareil pour les enterrements. J'ai toujours beaucoup de chance. Il y a toujours une place qui est quelque part que personne n'a osé prendre. Et là, j'en trouve une qui me paraît incroyable. Je dis quel est le connard qui m'a laissé cette place libre. Et je ne me souviens pas du tout que le train qui relie Pau à Saragosse, le Pau-Canfranc, avait été relancé un an avant. J'étais à l'inauguration, je l'avais inauguré d'ailleurs moi-même. Mais seulement, ça ne faisait pas du tout partie à un passage à niveau. Un passage à niveau, parce que c'était levé, il y avait juste une jolie place, bien faite, etc. Mais il y avait les rails toujours. Non, mais les rails, tu ne les voyais pas. Je les aurais vus si j'avais continué sur la ligne. Mais là, c'était du béton. Parce que le train, les rails étaient juste sur les côtés. Moi, je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai vu cette place, j'étais pressé, vite, je me suis garé. Et puis, pendant le match, c'était le début du Covid, on entend... pète, ça voulait dire que les gendarmes arrivaient. Les gendarmes m'avaient vu arriver, d'ailleurs. Et donc, il fallait mettre les masques, ça voulait dire ça.
Bon, et puis les gendarmes viennent vers moi et on me dit, monsieur le député, le patron, il me dit, vous avez votre voiture qui empêche le train de passer. J'ai dit, de quoi? Et alors, donc, et je me souviens, j'ai dit, merde, la place. C'était ce putain de passage à niveau. Donc j'y vais, il y avait une petite gendarmette qui voulait à tout prix se faire photographier avec moi, un selfie. Oui, oui. Et alors on lui a dit, non, attendez, madame, laissez-moi d'avoir enlevé la voiture. Devant la gare de Barrière, qui ne servait plus, il y avait une dame qui m'avait détesté toute sa vie. Je me suis dit, elle va me mettre un soufflon. Et elle me dit, décidément, il n'y a que toi qui peux me faire rire dans cette vie. C'est vraiment extraordinaire. Et le train, il ne risquait pas de rentrer en conflit. Il était à 100 mètres, tu vois, on le voyait, et il a commencé à s'approcher doucement vers moi. Il y avait le conducteur du train et un voyageur. Et ils se sont arrêtés à ma hauteur, et le conducteur m'a dit « Merci pour ce moment, je ne l'avais jamais vu. » Et l'autre m'a dit « Merci pour ce démarrage, parce que je fais un tour du monde, je suis un aventurier, je viens de monter à Pau, et je viens de vivre une scène colossale que j'aurais jamais imaginé. Un train arrêté par la voiture du député. » Vous avez de la chance qu'il ne vous rentre pas dedans, hein, qu'il ait Mais pu il ne freiner. pouvait pas, il ne dépasse pas le 30 à l'heure. Ah, c'est un train lent. Mais extrêmement lent, Ah oui, et extrêmement petit. C'est Ah oui. un œuf d'un téléphérique de station de ski. C'était quand même pas le Paris-Genève. Oui, oui, bien sûr. Et vous avez déjà eu votre permis retiré? Vous avez déjà perdu... Oui. Et j'ai eu 36 mois. 36 mois? 36 mois, oui, c'était la sanction suprême. Et c'est le maximum. avant de le repasser. Et j'ai passé tout un mandat parce qu'après, il a fallu que je repasse donc le code. Et ensuite, il a fallu que je fasse un test psychotechnique. Mais bon, je ne pouvais pas y arriver. Et pourquoi vous voulez enlever le permis? Mais parce que j'avais perdu des points un par un, toujours dans les mêmes lieux. J'étais sorti des grandes vitesses que j'ai pu employer, que j'ai pu commettre dans ma jeunesse. Je m'étais fait prendre un soir en montant de Bayonne à Bordeaux sur autoroute à 175 à l'aller. C'est-à-dire qu'il était 18h, à 20h, j'allais à une réunion, et à 192 à la redescente à 3h. C'est le même radar. Mais bon, à l'époque, on n'en tenait pas compte. C'est Chirac, je pense, qui a durci le dispositif, etc. Voilà. Bon, mais là, moi, c'était un petit point de... Tu dépassais de 3 km, paf, un point. C'est comme ça que je l'avais perdu. Mais normalement, on ne prend pas 36 mois d'interdiction de passer permis? Parce que c'était la règle. Et moi, je l'ai assoupli avec Macron, à ce moment-là, ministre de l'économie, quand il était en train de revoir toutes les lois. Et moi, je lui ai dit, je vais intervenir. Macron ne voulait pas, le président de l'Assemblée nationale non plus, parce qu'ils avaient peur qu'on se mette à dos la prévention routière. Et ils avaient dit, on ne le prend mal. Moi, je lui ai dit, moi, je veux dire ce qui est. Et j'ai raconté. Alors, bon, pour m'empêcher de parler, ils se sont dit, la salle est toujours en retard. Le texte, on va commencer par ça. Et je suis arrivé pour une fois à la nationale, à l'Assemblée, le premier. Et j'entends un député qui dit, tiens, maintenant on commence le permis de conduire. Ah, j'ai dit, maintenant on va y aller. Voilà, et puis je raconte très simplement l'affaire, comment ça s'est passé, comment cette bonne femme m'a fait passer ce test psychotechnique. Et je dis que quand j'ai repris, quand je me suis rendu à l'auto-école, et que parce qu'il fallait faire aussi 2 journées de stage complet pour apprendre comme si tu apprenais totalement tout à zéro. Et j'ai vu le regard de haine de la vingtaine de copains et copines qui étaient là, qui étaient plus âgés que moi pour la plupart, et qui me voyaient comme un député, mais qui allaient pour aller les espionner, pour aller... Ah oui, oui. Et ils ne pensaient pas qu'on avait pu m'enlever mon permis à moi. Est-ce que vous avez une cicatrice? Je t'aime bien demander ça pour finir aux invités. Ça raconte un peu l'histoire. Notre corps, c'est un peu notre histoire finalement. Il y a nos marques, il y a nos blessures, nos succès, nos joies, et aussi nos cicatrices qui peuvent raconter quelque chose. Est-ce que vous avez une cicatrice qui raconte quelque chose de vous, une anecdote un peu originale? J'ai une cicatrice intime, intérieure. Je me suis battu comme un fou furieux pour réaliser le tunnel du Somport. Ouais. Sinon, blessure... Et là, la cicatrice, là?
cette cicatrice, c'est que un jour, bon, tu es très heureux avec les copains. Et là, je ne sais pas pourquoi, un jour de fête de l'Ordios, tout le monde buvait un bon coup. Hein. Et moi, je me suis décalqué une bouteille de Pernod 45. Et au lieu d'aller participer au jeu, j'étais maire aussi, comme femme organisée pour les enfants, j'ai voulu faire le poirier, je savais faire le poirier, c'est-à-dire monter sur cette table comme ça, devant deux vieilles dames qui ne enfin, pas tellement vieilles non plus, mais pas tellement jeunes non plus, qui ne présentaient pas l'intérêt de Marion, par exemple. Et Marion, qui est l'auteur de l'émission, qui est juste là. Et j'ai fait le poirier, mais alors, avec 1 litre de Ricard, plus l'eau qui était autour, ça avait descendu tout de suite, c'est venu là, et en reposant les pieds, j'ai senti que j'étais pas le même. Et je suis arrivé devant ma femme, mais plein, et je tenais pas debout, elle m'a foutu un savon terrible, elle m'a expédié à la maison. Et moi, je suis tombé dans l'escalier, et je saignais tellement, ici, là, partout. J'étais ouvert de partout, mais comme ma femme était partie, je ne voulais pas aller les déranger. Donc j'avais préparé ma valise, j'avais appelé les urgences au Laurent, j'avais des éponges, des serviettes très épaisses. Ah, vous êtes tombé dans l'escalier, quoi. Oui, et 80 points. J'ai eu 82 ou 3 points, oui, tout ça. C'est ça, là, du coup, ouais. Tout ça, oui. Mais déjà, en rugby, j'en avais 80 points, c'est beaucoup. Hein. Oui, beaucoup, oui. Ça, c'est votre plus grosse cuite? Oui. Mais une cuite qui ne l'aurait pas été si j'avais pas éprouvé le besoin de faire l'intéressant devant Marion ou Marie, mais qui n'était pas comme ça. Voilà. Et alors après, voilà, oui, là, ça a été sévère. Alors pour terminer, on va faire un vous préférez. Je vais vous dire des choses, vous me dites si vous préférez un truc ou un autre truc, d'accord? Ça va aller très vite. Est-ce que vous préférez, il faut juste répondre le mot, d'accord? Est-ce que vous préférez le fromage ou le vin? Les deux. Alors là, c'est impossible de dire, parce que l'un éclaire l'autre. Et les deux sont un enchantement. Est-ce que vous préférez les Pyrénées ou les Alpes? Bon, je vais dire les Pyrénées, parce que je suis pyrénéen. Mais... Et puis les Pyrénées, quand même, se sont entretenus. C'est plus, comment je devrais dire, diffus, différent. Il y a encore un peu d'agriculture, un peu de production. Les Alpes, il faut la chercher quand même davantage. Le Pays Basque ou le Béarn? Ah putain, là tu m'emmerdes. Bon, je suis béarnais et en même temps j'étais député des Basques. C'est deux peuples extraordinaires qui cohabitent très bien. Eh bien les deux alors. Mais le Basque a ceci quand même de particulier, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, sa langue non plus, son groupe sanguin non plus. Et tu vois, aujourd'hui, on dit qu'on sait tout, on ne sait rien. On n'a pas été foutu de déterminer d'où venaient les Basques. La politique ou l'agriculture? Ah, j'ai passionnément aimé les deux. Maintenant, je continue à faire les deux, peut-être un peu plus d'agriculture. Anne Hidalgo ou Rachida Dati? Quelque part, je les aime toutes les deux. Mais le contexte fait qu'elles ne servent strictement à rien, ni l'une ni l'autre. Elles font de leur mieux. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Très bien, on les embrasse, toutes les deux. Être président ou être maire? Ah, maire, je l'ai été. Maintenant, c'est président. Je me battrai pour le devenir parce que ce serait une très grande chance pour notre pays que j'en devienne le président. La chasse ou la corrida? Bon, la seule fois où j'ai été chassé, les chasseurs de l'Ordios m'avaient invité, m'avaient dit, écoutez, monsieur le maire, vous n'êtes jamais venu avec nous, vous allez quand même venir un jour. Et puis, il m'avait mis à un poste, il m'avait dit, surtout si le sanglier passe là, vous tirez. Puis un bruit assourdissant avec les chiens, le sanglier devant. Et puis, je suis pris de panique, je tire, paf, je tue le chien qui était 30 mètres derrière le sanglier. Non, et là, le type m'en a beaucoup voulu, parce qu'un chien de chasse, ça se dresse, c'est comme un chien de berger. Hein. C'est vraiment des êtres extraordinaires, on peut penser presque ce qu'on veut. Bon, à titre personnel, je préfère le chien de berger, parce qu'il me fait pas mal. Bon, il sait aller chercher les brebis. Mon père et mon frère avaient le don de dresser les chiens. Pour les ramener. Mais au sifflet strident. Et d'ailleurs, chez nous, on a une langue sifflée.
C'est-à-dire que le sifflet va bien au-delà de la voix. C'est à des kilomètres. Mais papa commandait le chien, même sans le voir. Et lui disait, fais ci, à gauche, à droite. Et le chien, après, était tellement docile que d'ailleurs, il se foutait pas mal des commandements. Mais il faut arriver à dresser des chiens à ce niveau-là. C'est un art. Et la corrida, j'ai beaucoup aimé Manuel Benitez, parce qu'il a une vie extraordinaire, qu'il a ouvert l'Espagne franquiste sur l'Europe naissante dans les années 60, que ça a été un homme qui a marqué beaucoup plus profondément. Et je recommande à tous ceux qui n'aiment même pas la corrida, ni qui ne s'intéressent pas, mais qui aiment l'épopée, de lire ce merveilleux livre de Dominic White, et qui a donné d'ailleurs lieu à une très belle chanson. Ce soir, Angélique, je t'achèterai une maison où tu porteras mon deuil. C'est ce que répond El Cordobès à sa jeune sœur que sa maman, avant de mourir, avait fait jurer de ne pas laisser toréer le petit Benito. Il allait toréer à Madrid et il lui avait répondu, écoute, ne pleure pas, Angélique, parce que ce soir, je t'achèterai une maison où tu porteras mon deuil. Alors, bien sûr, la corrida n'a pas les pronostics, n'a pas les pas aimés. Bon, moi, je dois dire qu'elle ne m'a jamais non plus transporté, mais quand même, ce qu'un homme est capable de faire face à un taureau rendu furieux, dans son état naturel, c'est quand même extraordinaire. Si je vous dis, pour finir, Puy du Fou ou Walt Disney? Non, incontestablement le Puy du Fou. D'abord parce que c'est français, parce qu'on y retrouve beaucoup du savoir-faire français, parce que De Villiers est un génie. Il le fut en politique. Je n'ai pas partagé toutes ses idées, mais quand même, ce qu'il a su faire pour son département, le Vendée Globe, le Puy du Fou, tout ce que tu veux d'un département, du bout de la liste, il en a fait un très grand département. Et puis, le Puy du Fou, c'est l'histoire de notre pays. Et c'est l'histoire d'une région de France encore meurtrie. Formidable. Chanter à l'Assemblée nationale ou chanter dans un clip de rap? Ben, c'est-à-dire, c'est pas la même émotion. L'Assemblée nationale, je savais que si je ratais mon coup, c'était Sarkozy qui était en face. Il me restait plus qu'à faire mes valises, disparaître en Amérique du Sud ou je ne sais pas, dans une contrée d'Afghanistan et ne plus jamais revenir parce que j'étais déshonoré à vie. Mais je pensais que j'allais prendre le dessus parce qu'il n'était pas aussi déterminé que je l'étais. Moi, j'étais très, très déterminé. Et peut-être, enfin, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir. Parce que je crois que grâce à votre appui, à celles et ceux que je ne connais pas et qui me témoignent tant de sympathie, et notamment les jeunes, rien n'est perdu. Parce que vous, les jeunes, vous avez compris ce qu'était la civilisation. Je pense que le gros danger vient de l'homme qui redevient un animal féroce pour lui-même parce qu'il perd ce lien qu'il a grandi et qu'il a rendu plus grand qu'il n'est. Et je sais que nous allons refaire, mais la France doit retrouver sa part. Je dis sa part de souveraineté pour qu'elle dise de nouveau au monde. Et pourtant, Dieu sait, si nous n'avons pas toujours été exempts de critiques, nous avons été pitoyables et même parfois minables, mais nous sommes capables de fulgurance. C'est pour ça que je crois en l'avenir, par des émissions comme la vôtre, à laquelle j'étais très honoré d'être invité. C'était un plaisir. Merci Jean Lassalle. Merci d'être venu. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Merci d'avoir pris le temps. De parler, de nous avoir raconté plein d'anecdotes. C'était un vrai plaisir. Abonnez-vous les gars à tous nos comptes, Légende, L-E-G-E-N-D, que ce soit sur Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Snapchat, Facebook, etc. Merci de commenter aussi. Si vous voulez réagir à tout ce qu'a dit Jean, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, on répondra. Merci beaucoup encore à vous tous d'avoir regardé l'émission.